Azul, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. Bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième rencontre littéraire. Vous vous souvenez, en fait, la première émission était avec Peggy Lugarbal. On l'avait reçue, elle nous avait parlé de son livre qu'elle a publié récemment, qui s'appelle Abdelkrim ou la clé des mondes. Après, on s'est dit, aujourd'hui c'est une première, pourquoi ne pas continuer cette expérience? Pourquoi ne pas continuer cette aventure? Et on a donné comme nom à cette émission Liqa'at Adabiya, rencontre littéraire. Aujourd'hui, nous avons un invité qui est Anas El-Sanoussi. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Il a publié son premier livre qui est ici Le Règne des égaux. Je vous assure que c'est un premier livre, mais moi j'ai adoré, tout simplement. Anas, tu es né au Rif, donc tu es originaire du Rif. Tu as grandi en France. Tu es donc écrivain maintenant. Comment est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Azul et Maraïdoum, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Alors, moi, je m'appelle Anas Hassanoussi. Donc, oui, je viens de publier mon premier roman qui est sorti là au mois de février, qui s'appelle Le règne des égaux. Alors, moi, tout simplement, je suis né à Nador. Et lorsque j'avais 1 an, je suis né en 85 et à l'âge d'1 an, en 86, j'ai rejoint avec ma mère, mon père à Paris. Je suis écrivain, auteur et comédien. Voilà, pour me présenter en gros. Ok, merci. Mais donc aujourd'hui, on va parler de ce roman, sincèrement, qui est très intéressant. Moi, je l'ai lu, je l'ai parcouru, je l'ai lu rapidement. D'habitude, moi d'habitude, donc j'adore les romans. Je me suis dit, c'est un domaine que je ne connais pas trop parce que ça va parler du théâtre. Mais sincèrement, j'ai aimé. Il y a beaucoup de dialogues, il y a le rythme, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'histoires. Et ça traite des sujets qui, moi, personnellement, m'intéressent. Le règne des égaux. Est-ce que tu peux nous dire, Anas, d'abord, désolé de te tutoyer, est-ce que tu Il n'y a peux pas de nous dire problème. pourquoi avoir écrit un roman comme celui-ci? Pourquoi avoir voulu parler du théâtre? Alors moi, j'ai fait des études d'histoire et en même temps, parallèlement à cela, j'adore le théâtre depuis tout petit. J'en ai pas fait lorsque j'étais enfant, adolescent. C'était un regret pour moi. C'était un regret que j'avais en moi. Puis une fois adulte, lorsque j'étais à la fac, je me suis dit que si je le fais pas, je le regretterais toute ma vie. Je me suis engagé dans une petite troupe et puis de fil en aiguille, le plaisir s'en est allé croissant. Et après, c'est devenu véritablement une passion et vraiment une très grande, enfin, une partie non négligeable de ma vie. Et j'avais un peu des appréhensions, un peu des idées reçues sur les comédiens, les écrivains, comme quoi c'est un monde de rêveurs, un monde de gens qui n'ont pas trop les pieds sur terre, qui ne sont pas trop dans la réalité. Puis très vite, on voit que ces clichés-là, dans tous les clichés, peut-être qu'il y a une part de vérité, mais tous les clichés sont un peu exagérés, bien sûr. Et en fait, je remarquais, plusieurs années que je faisais du théâtre, je voyais qu'il y avait des caractéristiques et toujours les mêmes choses qui revenaient de façon différente selon les êtres et selon les individus. Et en fait, je me suis inspiré, c'est pas une autobiographie, mais c'est d'abord un roman, mais je me suis inspiré de choses que j'ai vécues, que j'ai vues, ou de choses que j'ai carrément inventées. Et je suis un grand lecteur, j'aime beaucoup lire depuis très longtemps. Je réfléchissais comme ça, je me dis, mais un roman qui parle d'une troupe de théâtre, ça n'existe pas, ou alors à moi, je sais pas, je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas prétendre avoir tout lu, mais je me disais que un roman qui parle de l'univers, qui parle des coulisses d'une troupe de théâtre, en partie, puisque le roman ne parle pas que de cela, mais principalement, le personnage principal, on va dire, de ce roman, c'est la troupe de théâtre en elle-même, hein, si je puis dire. Donc je me suis dit, ce serait une première et ce serait une piste à exploiter. Donc c'est la raison principale pour laquelle je me disais, ben, ce serait bien que j'écrive sur des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, qui sont arrivées à d'autres, ou que je pourrais aussi inventer, puisque je pense que la réalité, elle est ce qu'elle est, mais une fois qu'elle entre dans le domaine de la littérature, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ça la liberté première et la richesse Bien d'un sûr. écrivain. Bien sûr. Le personnage principal de ce roman s'appelle Shakib. Mhm. Shakib va donc rejoindre une équipe de théâtre. Ils vont suivre des cours, donc il va y avoir plusieurs personnages. Et à la fin, ils vont avoir une représentation. Tu me dis maintenant tout de suite que tu es un grand lecteur. Shakib est un grand lecteur. Tu dis que tu es né à Nador. Shakib est né à Nador. Tu dis que tu es venu à Paris ou en France. Shakib est venu en France.
Est-ce qu'on pourrait dire tout simplement que Shakib est Anas ou est-ce qu'il y a des similitudes? Joker. Non, pour répondre à ta question, pour pas la fuir. Ah oui, autre chose. Alors, je suis originaire du Rif. Toi, on peut se tutoyer, tu m'as dit, c'est ça. Absolument, Toi, oui, tu oui, oui, vis je t'en prie. avec plaisir, ça peut pas de problème. Toi, tu habites Bruxelles, moi j'habite Paris, et depuis que je suis enfant, les Imaziren, les Berbères en France, on connaît plus les Kabyles, puisque la France a une histoire plus forte avec l'Algérie, aussi avec le Maroc, mais moins. Et les Imaziren, les Berbères du Maroc, et notamment les Rifains, puisque je suis originaire moi de Nador dans le Rif, c'est inconnu au bataillon en France, dans la société française. Si je fais un micro-trottoir dans la rue, si je dis aux Français, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre d'Algérie? La très grande majorité des Français vont me répondre oui. Ah oui, donc la guerre d'Algérie, bien sûr, hein, Mais si je dis la guerre du Rif, un peu moins. personne ne connaît. Ou la région du Rif, personne ne connaît. En fait, j'ai voulu faire un personnage principal qui soit rifin. Non pas pour parler de moi, mais pour parler du Rif. Non pas que je prétende que Shakib personnalise et incarne à lui tout seul le Rif, mais j'aimerais un roman où un personnage principal est un rifin. Et lorsque j'étais enfant, je voyais que j'aimais beaucoup les contes, j'aimais beaucoup l'histoire. Je voyais par exemple, on parlait de la Grèce antique, on va parler de la Chine ancienne, on va parler des Mayas, des Vikings, des Romains, des Germains, que sais-je encore. Et nous, comme on est la majorité des Maghrébins en France, des Imaziren, sont de religion musulmane et on les englobe en plus dans la catégorie arabe. Donc voilà, c'est une sorte, les Imaziren sont au fond d'une poupée russe identitaire en France, les Rifs en Absolument. particulier. Et moi, je me disais, mais il y avait un manque en moi. Je me disais, mais si personne parle de nous, eh ben, il va falloir que ce soit nous qui parlons de nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais que le personnage principal reste un Rifin. C'est super intéressant. C'est super intéressant. On vit ici depuis longtemps. Il y en a ceux qui sont ici depuis, en l'occurrence ici pour la Belgique, depuis 64, donc l'ancienne génération. Puis il y a une génération qui est née en Belgique. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup le Rif. Maintenant, on En s'ouvre Belgique, un un peu peu de plus en plus. plus. Oui, oui, En mais je Belgique, un dirais peu même en plus qu'en France. France quand même, pardon. Oui, 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 je comprends. Parce que la diaspora rifaine est plus importante ici en Belgique, je comprends. Mais je veux dire, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient, ouais, mais j'aimerais bien connaître le Rif. Alors, quel livre conseiller? Alors, est-ce que c'est un livre d'histoire? Bon, n'importe quel autre livre pour avoir une introduction un peu à cette région, à cette tradition, à cette mentalité même rifaine. Sincèrement, moi, quand je l'ai lu, c'est pas un compliment. On s'est eu au téléphone et je te l'ai dit, c'est pas un compliment. Maintenant, je pense que s'il y a quelqu'un qui voudrait connaître un peu le Rif, je pourrais lui conseiller ce livre-ci. C'est un roman, il se lit rapidement. C'est vrai qu'il y a 359 pages, mais bon, il se lit rapidement. Ce sont des dialogues. Il y a le rythme, il y a de tout. Et c'est une introduction. Sincèrement, moi, je pense qu'avec ça, on peut avoir quand même beaucoup de choses, on peut connaître beaucoup de choses pour un public qui ne connaîtrait rien sur le Rif. Je voulais simplement aller maintenant, pas passer du coq à l'âne, mais c'est un roman qui a traité beaucoup de questions, beaucoup de sujets importants, des sujets de société. Shakib fait du théâtre dans le roman, mais quand il va voir ses parents, quand il va voir son papa, quand il va voir sa maman, on voit en fait qu'il n'ose pas en parler, qu'il ne veut pas l'annoncer. Il a peur de son père, il a peur de sa maman. La maman n'arrête pas de lui casser la tête en lui disant « mais il est temps que tu te maries ». Et je me suis dit, aujourd'hui, la génération qui est née en Europe, que ce soit en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, elle vit un peu ce qu'on appelle le conflit intergénérationnel. Ça veut dire il y a des parents qui sont nés dans le Rif ou au Maroc ou en Algérie ou ailleurs, qui ont d'autres références, une autre façon de penser, une autre mentalité, une autre tradition, et des enfants qui ont grandi dans les écoles de la République et qui pensent autrement. Est-ce que, et d'ailleurs, je vais lire un extrait, si tu le permets, donc c'est page Bien sûr. 145. Page 145. Voilà. Donc, soudain, le père arriva dans le salon, vêtu d'un blouson et sortit dans un silence complet. Quelques instants passèrent, puis Shakib se leva pour y aller et embrassa sa mère. Elle lui demandait « S'il te plaît, viens me voir un peu plus souvent. »« Oui, je te le promets. »
même si tu ne vas pas bien ou que tu es de mauvaise humeur, ne fais pas attention à ton père. Il ne te veut pas de mal. C'est rien, ça va aller. Je viendrai plus souvent. En sortant, alors qu'il se trouvait sur le seuil de la porte, il ne se retourna pas lorsque sa mère adressa une supplique pathétique. J'aimerais tellement te voir marier, mon fils. Comment est-ce que, Anas, tu commentes un peu ce passage, ces deux personnes qui sont tellement proches entre un père, une mère et leur fils, mais qu'ils ne se comprennent pas beaucoup. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque sur ce que tu as dit juste avant, très rapide. En effet, comme on voit qu'un peuple arrive à se faire connaître par son histoire, mais aussi sa culture. Alors déjà que les Rifains, notre histoire n'est pas très connue, et on n'a pas encore beaucoup de Rifains, de personnes originaires du Rif qui ont investi le champ culturel, le champ littéraire, par exemple. Et on peut parler, bien sûr, il y a un roman très connu, enfin très connu, mais qui a quand même qui a une reconnaissance, c'est le roman de Mohamed Choukri, Le Pain Nu. À ma connaissance, c'est le seul écrivain originaire du Rif, même s'il avait écrit en arabe, mais qui a eu quand même une renommée, disons, internationale. Donc, c'est aussi, je le prends comme un compliment, de dire que ce roman constitue un peu en partie une mise en bouche pour découvrir le Rif. Alors, pour répondre à ta question, il y a des débats identitaires qui agitent la France, mais aussi d'autres pays d'Europe, et qui concernent toutes les diasporas, mais en particulier des diasporas issues des pays musulmans et surtout issues des pays du Maghreb. Puisque la plupart des musulmans en France, ils viennent beaucoup du Maghreb. Dans la tête de la plupart des gens, on met musulman égale arabe. Musulman vient du Maghreb égale arabe. Et on ne sait pas qu'au Maghreb, il y a une identité diverse, riche, multiple, qui à la fois, en fait, les gens au Maghreb sont arabisés, se sont mis à parler arabe, mais ethniquement, ils ne sont pas arabes. Le Maghreb est de souche amazigh. Donc, il y a des gens arabisés et des gens imaziren, qui sont donc berbères. Et en France, les gens issus de l'immigration maghrébine notamment, et là, donc pour nous, Rifen, en ce qui nous concerne, contrairement à ce que peuvent croire certains Français qui jouent sur les peurs, qui ont parfois des craintes, disons légitimes, mais qu'il ne s'agit pas d'instrumentaliser ou de verser de l'huile sur le feu, ça montre aussi que ces conflits de génération montrent tout simplement que les personnes issues de l'immigration maghrébine ne sauraient constituer un bloc monolithique. C'est pas juste un bloc. Les pratiques qu'avaient les parents, on ne les retrouve pas toutes chez leurs enfants. Il y a des pratiques que les parents avaient que les enfants non plus ou délaissent, notamment par exemple la pratique de la langue. Et une certaine, on va dire, ouverture d'esprit que les parents n'avaient pas, mais qu'il ne s'agit pas d'accabler, parce qu'ils ont dû émigrer ici pour des raisons économiques. Ils n'ont pas eu la même enfance que leurs enfants. Les enfants, eux, ont vécu dans un plus grand confort matériel, disons, et ils ont une autre ouverture d'esprit. Et pour revenir donc à ce sujet du mariage, tu as pris cet exemple-là, pour beaucoup de familles d'origine immigrée, il y a des réussites scolaires, Dieu merci, il n'y a pas que des échecs en ce qui concerne l'intégration ou les études, l'insertion professionnelle. En fait, le personnage de Shakib, j'ai voulu, non pas dramatiser ou faire dans le mélo ou en faire trop, mais c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Moi, lorsque j'ai des discussions avec des amis, surtout les Maghrébins, c'est quelque chose qui revient assez souvent lorsqu'il y en a soit qui ne se sont pas mariés par choix, pas trop tôt, ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé, on va dire, leur âme sœur. Pour les parents, alors l'insertion professionnelle, c'est très bien, mais ce qui constitue l'aboutissement, le parachèvement de la carrière, c'est le mariage. Pour les parents, même si quelqu'un va faire de brillantes études, il va, je sais pas moi, il va faire des études de médecine, il va être ingénieur ou avocat ou que sais-je encore, ou professeur, mais tant qu'il n'est pas marié, il y a ce petit quelque chose qui manque. Voilà, ça, c'est un manque terrible. C'est une angoisse même, disons-le, pour beaucoup de parents. Tant que leur enfant, tant que leur progéniture ne s'est pas encore mariée, ne s'est pas installée, les parents ne peuvent pas être apaisés et ne peuvent pas se dire après, ah, c'est bon, on a fait notre travail, maintenant, c'est à eux de faire leur vie. En fait, c'est crucial, ça, chez beaucoup de parents des anciennes générations, en fait, chez les Maghrébins. C'est pour ça que j'ai voulu évoquer ce sujet. Il ne revient pas tout le temps, mais c'est quand même quelque chose qui est assez présent quand même. Bien sûr. Non, c'est un sujet important. Moi, je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui revient. On en parle beaucoup. Il y a des déchirements, il y a des conflits comme ça où des filles ou des garçons quittent la demeure, donc la résidence principale familiale, et quittent tout simplement leurs parents. Et donc ça participe à cette idée de conflit ou
peut-être pas de conflit, mais peut-être de malcompréhension mutuelle. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement. Mais vous savez, tu sais, il n'y a pas que chez les musulmans qu'on voit ça aussi. Moi, j'ai des amis qui sont peut-être des petits-enfants d'Arméniens ou d'Espagnols ou d'Italiens qui étaient des familles très croyantes. Par exemple, moi, j'avais un ami au lycée, il était descendant d'Arméniens. Lui, c'était son arrière-grand-père qui était venu après le génocide des Turcs, après la Première Guerre mondiale. Il s'est arrivé dans les années 20. Ben, il me disait que donc les arrière-grands-parents, les parents étaient arrivés enfants, les petits-enfants, donc ses parents à lui, étaient nés ici, et les arrière-petits-enfants, il m'a dit, moi j'ai une sœur qui a épousé quelqu'un qui n'était pas d'origine arménienne, ça a provoqué des remous chez eux. Pourtant, les Arméniens sont aussi chrétiens, ils ne sont pas catholiques, d'accord, mais ils sont chrétiens, et on va dire, l'éloignement culturel est moindre qu'avec les Maghrébins par rapport à la France, mais je veux dire, ce conflit-là, on le retrouve dans beaucoup de diasporas d'origine immigrée. Absolument. Donc, oui. Il n'est pas propre au Maghreb. Oui, absolument. Quand on traite la question du RIF aujourd'hui ou de la minorité rifaine, ça ne veut pas dire qu'elle est spéciale. C'est une communauté comme une autre. Et d'ailleurs, dans les années 20, quand la communauté polonaise, quand elle est partie s'installer aux États-Unis, la première des choses, eux, en tant que Polonais et sont catholiques, ils arrivent dans un pays qui est protestants, donc ils se mettent ensemble, ils vont construire leurs églises à eux. C'est une manière de se protéger, de se protéger. On a peur de l'assimilation, on a peur de la disparition. C'est presque un instinct de survie, même si c'est peut-être, je ne sais pas si c'est exagéré de le dire, mais c'est un peu ça, survie culturelle. Mais ceci m'amène directement, parce que ce livre, sincèrement, moi, il me parle beaucoup. Tu as parlé de l'identité amazigh. Alors, c'est quel texte? Donc, c'est quelle page? 137. Je t'ai dit, on va voyager dans ton roman aujourd'hui. On va aller un peu dans tous les sens. Et j'invite sincèrement, les gens à l'acheter. Donc, c'est Anas As-Sanoussi, Le règne des égaux. Il est important, il est vraiment très bien. Et donc, pour un premier livre, pour un premier roman, sincèrement, chapeau. Toutes mes félicitations. Donc ici, par rapport à l'identité amazigh, le texte dit « Ses parents, bien qu'éduqués, ayant suivi une scolarité, ce qui était plutôt exceptionnel pour des personnes nées dans les années 50 dans ce RIF frondeur avide de liberté, réprimés, broyés, marginalisés, méprisés par le Marzen. L'État marocain, raison pour laquelle il éprouvait un grand respect à leur égard, comparé à l'écrasante majorité des parents maghrébins analphabètes ici, était tout de même profondément ancré dans les mœurs conservatrices rifaines. Il tenait absolument à transmettre un patrimoine culturel, une langue, le tamazight, quasi menacée d'extinction à une période, ayant conscience d'être une minorité parmi la minorité, d'être noyé, rangé dans la catégorie arabe, car venant du Maghreb, alors que la complexité, la spécificité amazigh était niée. C'est fort. C'est vrai, oui, on peut le dire, oui. Ça, par contre, je tiens à dire que, alors, moi, quand je voyais mes amis à l'école, tous d'autres qui étaient peut-être d'origine maghrébine ou africaine, la plupart des mamans, qu'elles soient marocaines, algériennes ou tunisiennes, la très grande majorité ne savait ni lire ni écrire, étaient analphabètes et maîtrisaient très mal le français. Lorsqu'elles parlaient français, c'était un peu compliqué, par exemple, avec les enseignants, avec l'administration, ou au magasin ou autre, alors que moi, mes parents, ils ont été à l'école, ils ont fait un certain niveau d'études quand même. Dans le RIF, quand vous regardez le RIF à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles encore, il n'y avait pas beaucoup de scolarité. Donc moi, pour ça, je me disais, par contre, ça c'est vrai, ça s'est vraiment inspiré de ma vie. Je voyais que mes parents, ils parlaient correctement le français, ils s'exprimaient parfaitement, ils pouvaient écrire, lire, je veux dire, faire leurs démarches administratives tout seuls. Il n'y avait pas de problème, ils étaient parfaitement autonomes par rapport à ça. Donc ça, par exemple, je me dis toujours, ah bon, quand même, mes parents par rapport à d'autres, non pas qu'ils soient supérieurs aux autres, mais je me disais, j'avais moins honte de ça. Alors que j'avais d'autres amis d'origine maghrébine, à partir de l'adolescence, beaucoup, quand on se questionne, et même adulte, toujours j'éprouve une certaine gêne, une certaine honte lorsque mes parents parlent français, lorsqu'on rencontre des voisins d'origine, enfin français, européens ou autres, il y a toujours une gêne un peu un complexe d'infériorité par rapport à cela. Donc je dis, moi pour ça, Dieu soit loué, je n'ai pas ce complexe. Ça me rappelle, en fait, hier, avant-hier, j'ai écouté un peu la radio ici en Belgique, il y avait Rachid Benzine qui est passé. Oui, c'est ça, c'est à ça que je pensais. Voilà, donc il a écrit un roman, je ne sais plus comment il l'a intitulé, mais c'était La honte sur sa mère.
Et donc, il avait honte d'entendre sa mère parler français alors qu'elle a passé toute la nuit à apprendre cette phrase-là pour communiquer avec ses professeurs. Et donc, lui, en tant que petit, en tant qu'élève tout jeune, comme ça, de 6, 7 ans, 8 ans, il avait honte de sa maman. Pourquoi? Parce que sa maman parlait avec un accent. Voilà. Mais pour l'identité amazigh, oui, je disais, donc, même si les parents étaient ouverts, là, ça redevient de la fiction. C'est qu'ils ont beau être ouverts jusqu'à un certain point, éduqués, se démarquer peut-être un peu de la majorité des parents d'origine maghrébine, mais ils n'en demeurent pas moins conservateurs. Et pour eux, leurs enfants, ils réussissent leurs études, ils arrivent à s'insérer de façon professionnelle. Pourquoi Shakib est peut-être un peu gêné de leur parler théâtre, c'est que pour eux, les parents, il a peur des réflexions de ah bah t'es qu'un rêveur, ah t'es encore dans la lune. Pour eux, c'est un amusement. Alors ok, c'est bien de s'amuser, mais on devient adulte et pleinement un homme ou une femme que lorsqu'on est marié. Ils n'arrivent pas pour concevoir que on ne puisse pas se marier en fait. Et pour la langue amazigh, c'est que oui, en France, on est classé maghrébin, arabe, musulman. Alors que non, il y a des Amazirs au Maghreb. Et les Marocains, l'image qu'on a en France du Maroc, c'est un pays idyllique, paradisiaque, une destination touristique idéale. Lorsqu'on dit le Rif, personne connaît. Personne connaît le Rif, très peu de gens connaissent. Moi, chaque fois, quand je disais à mes copains en français, bah, je suis de Nador, ils me disent Nador, c'est où ça? Et beaucoup de gens me disent, bah, c'est toute leur vie, même des années après, des amis me disent, ah bah, je connais Nador, j'ai toujours Nador en tête grâce à toi parce que je t'ai connu. Non, c'est vrai, il y a cette tendance ici en Europe ou bien en Occident à réduire le musulman à l'arabe ou l'arabe au musulman. Et donc, quand on regarde un peu l'Afrique du Nord, on mélange tout, on homogénise tout le monde est arabe. Alors que quand on vient, on parle d'une spécificité, absolument, d'une spécificité amazigh. Premièrement, on l'a vu, l'étonnement de quelques personnages quand tu leur annonces, ou quand Shakib leur annonce qui avait une identité amazigh, premièrement installée en Afrique du Nord. Dans le roman, on a vu qu'il y a Shakib, qui est originaire du Rif, il y a Faiza, qui est originaire de Kabylie. Est-ce que dans le monde du théâtre, il y a beaucoup de personnes issues du Maghreb ou pas? Il y en a pas énormément, mais il y en a. J'en ai rencontré quand même. Mais on va dire, la majorité des gens que je croisais, alors j'aime pas parler comme ça ou réduire les gens à des ethnies ou des communautés. Il faudrait surtout pas que l'on croie que dans ce roman, je ne parle que de communauté, communautarisme. Je parle de ces choses-là qui agitent, qui peuvent agiter les êtres, la double identité notamment. Mais voilà, je parle aussi de la France, de la culture française. Et mais quand même la majorité des gens sont des Français de souche. Mais il y a des gens issus des minorités qui font du théâtre. Et dans les compagnies où j'ai pu jouer, je suis beaucoup vu, je sais pas, des gens d'origine asiatique, des gens d'origine indienne, Faiza qui est kabyle et d'autres. Absolument. En fait, tu parles de beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup d'histoires, il y a des histoires d'amour, et on parle de beaucoup de sujets. À un certain moment, alors c'est page 126, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Alors c'est 126, oui. Donc pour parler de cette double identité, dans le roman, on voit que Shakib, à chaque fois, on lui propose de l'alcool, on lui propose du porc, lui refuse à chaque fois. C'est comme si on ne connaissait pas encore cette communauté qui avait un problème avec ce genre de choses. Et donc, ce débat interne qui agitait la plupart de ceux qui ont une double culture est ou franchement un occidental ou ne demeure-t-on pas au fond attaché à ses racines? Shakib n'était pas du genre à cracher sur l'Occident. Il se sentait français, le disait à qui veut l'entendre, ce qui n'était certes pas le cas de bon nombre de ses coreligionnaires, méridionaux de peau comme lui, même s'il avait du respect, un certain attachement tendre pour certains aspects de sa culture, d'origine nord-africaine, rifaine en particulier. Mais il ne pouvait, comme tant d'autres, s'empêcher de trouver que l'occidentalisation du globe avait un côté irritant, suffocant même parfois. Et plus loin, je Oui, continue sur ma lancée. je t'en prie. 228. Alors là, sincèrement, j'aimerais avoir un commentaire parce que ça me parle, moi, personnellement, beaucoup. Tu sais, c'est pas non plus toujours évident dans sa tête d'avoir des origines, d'être entre deux cultures, de les concilier.
Elles peuvent se Il parle côtoyer. la Shakib parle à une amie française qui s'appelle le personnage d'Aglaé là dans Oui, le. absolument, absolument. Donc il dit, tu sais, c'est pas non plus toujours évident dans sa tête d'avoir des origines, d'être entre deux cultures, de les concilier. Elles peuvent se côtoyer agréablement comme elles peuvent aussi s'entrechoquer. C'est dur d'avoir deux cultures. Non, c'est pas que c'est dur. Peut-être disons que parfois ça dépend de l'humeur, ça dépend du contexte. Alors pour revenir au porc et à l'alcool, le fantasme de beaucoup de Français parfois ici, j'ai moins remarqué ça chez les anglo-saxons, j'ai plus remarqué ça chez les Français dans ce qu'ils appellent l'assimilation. La France, c'est vraiment un pays particulier en Europe. C'est un pays où vraiment, pendant des décennies, ça s'est estompé ces dernières années, mais pendant très longtemps, on forçait les gens. On n'aime pas qu'on dise les communautés. En fait, la France, elle se gargarise beaucoup trop par rapport à d'autres pays d'Europe de dire nous, on intègre, on assimile, on ne reconnaît pas les communautés, alors que les communautés existent de fait. Je trouve que c'est hypocrite ça. Par rapport aux anglo-saxons, moi, ils ont plus l'honnêteté de le dire. Ça ne veut pas dire que je pense que la société à l'américaine, c'est très bien, où tout le monde, chacun est dans son coin. Non. Mais régulièrement, moi, très souvent, ça m'arrive plusieurs fois, quand on me propose de l'alcool, je refuse poliment. On me dit, mais pourquoi tu veux pas boire? Mais bois! Mais non! Je dis, non, je ne bois pas. Si quelqu'un veut boire, il est libre. Si quelqu'un ne veut pas boire, il est aussi libre. Pareil, il y a certains Français qui pensent qu'un musulman, il a raté sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'aura jamais mangé de charcuterie. C'est dire comment certains conçoivent le bonheur ou l'épanouissement personnel. Mais bon, c'est comme ça. Et pour revenir aux cultures, j'ai vu que très souvent, des amis ou des collègues, quand ils me voyaient parfois parler au téléphone ou parler comme ça de vive voix avec mes parents ou je sais pas, quelqu'un de ma famille, ils me voient, moi je parle, ma langue maternelle c'est Tarifit, Tamazirt, Sof Mazirt, ma famille, en fait je parle le rifa à la maison. Souvent il y en a, je vois, ils étaient fascinés, ils me disent oh là là, c'est merveilleux de pouvoir jongler comme ça dans deux langues ou même par pouvoir les mélanger. Et c'est ce que dit, je fais dire à Aglaé, parce que je reprends un peu ce que d'autres gens peuvent dire, pas qu'à moi, mais aussi à d'autres. Comme quoi, ça peut être génial. Peut-être ils fantasment un peu. Ils, je sais pas, ils ont une image d'épinal un peu de quelqu'un qui a une culture comme si c'était génial. Je dis, moi, ça dépend. Des fois, on se dit, il faut prendre le meilleur et de l'un et de l'autre. Chaque société, chaque culture a ses qualités, peut-être aussi ses désavantages, disons. Mais c'est un enrichissement pour moi. Mais je me dis, des fois, ça peut arriver que on questionne et il y a une bagarre un peu comme ça dans sa tête. On se dit, on n'est jamais parfois très satisfait. Des fois, on se dit, ça peut être à la fois l'un et l'autre, et des fois, mais est-ce que c'est pas aussi ni l'un, ni totalement l'autre? Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti au moins une fois lorsqu'on va au pays, même si j'aime beaucoup le Rif, je suis très fier du Rif, je ne me vois pas vivre là-bas. Moi, je suis français, mais je suis attaché au Rif. J'aime bien aller dans le Rif, me ressourcer. Pendant une période, lorsque j'étais jeune homme, parce que j'en avais un peu marre d'y aller chaque été, j'aimais beaucoup voyager ailleurs. Pendant une longue période, je n'y suis plus du tout allé. Et j'y retourne de temps en temps là, ces derniers temps avec plaisir. C'est ça que Shakib voulait dire à Aglaé, que il ne faut pas croire ça. Et elle dit dans la suite du dialogue, elle dit, moi je suis trop banal, je n'ai que des origines normandes. Je me dis, mais c'est pas une tare d'être normand. Elle me dit, tu aimerais bien être normand? Et je lui fais la réponse de normand, bah, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Euh, Elle le dit à Shakib ou elle le dit à Anas? Non, elle le dit à Shakib là. D'accord, ça va. J'aimerais revenir à ce passage. Aujourd'hui en France, mais pas qu'en France, la montée du discours populiste, voilà, il commence à menacer beaucoup de pays. Oui, oui, voilà. Vous m'entendez? On t'entend, oui. Désolé. Et donc, je disais que le discours populiste aujourd'hui, il envahit beaucoup de pays, en passant par l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, ici, en Belgique, en France, un peu partout. Et les médias donnent beaucoup de présence, donnent beaucoup d'importance à des discours populistes comme, par exemple, comme Éric Zemmour. Tu m'entends, Là, c'est Rachid? bon, Vous m'entendez? je t'entends là, oui. Donc, je disais qu'on donne beaucoup de place, beaucoup d'importance à des écrivains comme Éric Zemmour, par exemple. Et Éric Zemmour, voilà, dans cette pensée quand on est français, on n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'on parle français, on est assimilé, on a des noms français, s'appeler Mohamed ou s'appeler Anas ou ça Shakib, c'est pas très français. Je voulais revenir à ce Shakib.
au vu un peu de tout le roman, de toute cette trame, est-ce qu'il se sent plus français ou rifin? Ou est-ce qu'il est plus français ou plus rifin? Ou les deux? Je dirais qu'il est plus français tout de même, puisqu'il est quand même modelé, plus influencé par la société, le pays dans lequel il a grandi. D'accord. Mais pour moi, c'est pas des chaînes, les origines et la culture ifène. Par exemple, moi, je vais pas être de ceux qui vont, et j'en parle de ça, de la schizophrénie parfois, et je critique aussi ceux qui sont d'autres origines, qui vont dire que les pays d'Europe où ils vivent, c'est l'enfer sur terre, qu'ils les détestent, et qui vont aussi mythifier les pays d'origine de leurs parents. Par exemple, on a beaucoup ce problème récurrent en France. Lorsqu'il y a des matchs de l'équipe d'Algérie au foot, on va voir des jeunes sortir avec des drapeaux algériens et casser des voitures, des vitrines de magasins. Et si c'est ça l'identité algérienne, bah très peu pour moi. C'est n'importe quoi. Et beaucoup de gens qui sont d'origine algérienne qui se reconnaissent pas en eux, ils disent non mais ça c'est n'importe quoi ce genre d'attitude. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres qui peut expliquer, justifier l'angoisse des peuples européens qui ont accueilli des populations immigrées par millions quand même. Il faut le rappeler, par millions. On estime en France qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être 10 à 15 millions de personnes immigrées qui sont venues. Si on, alors les chiffres, je les connais ça pas continue précisément. toujours. Ça continue On estime toujours. 10 à 15 millions. On voit la crise des migrants en Syrie, ça continue jusqu'à maintenant. On pourrait noter au passage que aucun pays musulman ne s'est proposé d'en accueillir, les pays du Golfe notamment, l'Arabie Saoudite, qui sont promptes à donner des leçons, à financer un islam rigoriste avec les oulémas, à passer leur temps à dire ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est halal, ça c'est halal. On aimerait leur dire mais la générosité, la charité n'est-elle pas un fondement de la religion musulmane? Vous avez des moyens, vous pourriez accueillir une partie de ces réfugiés. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais voilà, c'est l'Europe chrétienne, l'Europe koufar, hein, qui est toujours vue comme un Eldorado. Donc, et même pour les jeunes d'ici, je leur dis, même si la France ou les autres pays d'Europe, c'est vrai, c'est pas un pays parfait, mais on vit en paix ici quand même. On a des droits, on a aussi des devoirs. C'est pas un pays parfait, je le conçois tout à fait. Il y a aussi du racisme, bien sûr, ça existe. Mais parfois, malheureusement, il y a un certain comportement des fois des jeunes qui ne peut que susciter l'hostilité. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça, mais même moi, lorsque j'étais à l'école, souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de ceux qui se faisaient remarquer, bah, ils étaient d'origine maghrébine en classe, insulter les enseignants, ça existe, il faut le dire. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans ce genre de comportement. Est-ce que cette attitude n'est pas compréhensible dans le sens où ce sont des enfants qui grandissent en Belgique ou bien en France, qui ont une identité qui se pense, qui se voit comme français ou comme belge, mais qui à un certain moment, on leur rappelle sans cesse leur origine, leur marocanité, on leur dit vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de là-bas, dont le regard de la société est important. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et on le dit sans cesse, à un certain moment, quand on vous refuse l'identité, votre identité française ou votre identité belge, et qu'on fait une différence entre vous qui avez des parents qui sont nés au RIF et ceux qui ont peut-être, qui sont descendus des issus de l'immigration, mais une immigration beaucoup plus loin, immigration italienne ou bien autre. Donc on distingue un peu ces deux élèves. Est-ce que c'est pas normal qu'à un certain moment, ce jeune puisse se recroqueviller sur lui-même et lancer des animosités, lancer des hostilités par rapport à cette société qui ne l'accepte plus? Est-ce que ce comportement, cette réaction n'est pas naturelle dans le sens où on l'a vu récemment avec la crise en Syrie des personnes qui sont nées en Belgique, qui sont nées en France, qui ont tout fait ici, et puis à un certain moment, à l'âge de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, décident de se retourner contre ce pays qui est le leur et de l'attaquer. Est-ce que cette attitude est un peu compréhensible, sociologiquement parlant? Alors, deux choses. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France et les autres pays d'Europe, notamment, ils ont commencé à faire appel aux immigrations qui viennent des anciennes colonies, parce que c'est des anciennes colonies. Si beaucoup de Maghrébins sont venus en France, c'est parce que c'était des anciennes colonies françaises. Ça, il faut le rappeler aussi. Donc il y avait des liens. C'est pas comme ça. C'est pas venu d'un claquement de doigts. Et la France et les autres pays d'Europe avaient besoin de cette main d'œuvre immigrée. Absolument, oui. Mais là où il y a une mutation qui s'opère à partir de ce moment-là, c'est que cette main-d'œuvre immigrée était très peu qualifiée et analphabète et en déphasage culturel complet avec les pays où ils s'installent. Et oui, c'est beaucoup plus difficile lorsque on fait appel à des populations qui viennent du Maghreb, d'Afrique noire, d'Inde, de Chine ou d'ailleurs, que lorsqu'on fait appel, par exemple, à des Italiens, des Polonais, des Portugais. Déjà, même eux, ça ne se faisait pas sans heurts.
c'était aussi, il y avait des tensions avec les Italiens. Les Italiens, on les appelait les Rital, les Espagnols, les Espingouins, les Polonais, c'était des sales Polacs. Il y avait aussi du racisme avec les Européens qui venaient en Europe de l'Ouest, avec les Européens de l'Est ou du Sud. Mais là où il y avait un cap supplémentaire, une difficulté, une barrière pas insurmontable, mais qui était supplémentaire et très difficile, c'est que là, il y a une autre couleur de peau, c'est d'un autre continent et c'est une autre religion. Donc la difficulté, elle s'ajoute, mais je ne trouve pas qu'elle soit insurmontable. Et quand bien même il y a parfois du racisme ou de l'hostilité, moi je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que la société rappelle tout le temps. Elle rappelle tout le temps que l'on n'est pas de cette société, qu'on n'est pas de ce pays. Moi, je ne pense pas que la société rappelle tout le temps aux gens. Moi, j'ai jamais vu de professeur ou d'enseignant ou autre dire les yeux dans les yeux à un élève, tu n'es pas français. Au contraire, moi, quand je voyais des élèves dire, ouais, moi, je me sens algérien. Moi, j'avais des professeurs qui parlaient avec nous d'identité, de ceci ou cela. Ils disaient, mais toi, tu te sens pas français? Il disait, non, je suis algérien. Mais le professeur lui dit, mais non, tu es français. Tu es né ici, tu parles français. Tu peux avoir des origines algériennes. Il lui disait, mais tu vas en Algérie. Et l'élève qui était dans ma classe à ce moment-là, il disait, je suis quasiment jamais allé en Algérie. Il dit, bah, alors est-ce que tu peux être d'un pays dans lequel tu n'es jamais allé? Lequel pays tu connais le mieux? Je disais, la France. Et après, le prof a renchéri, il lui a dit, est-ce que tu pourrais aller vivre en Algérie? Après tout, pourquoi pas? Tu pourrais, c'est ton droit. Il dit, franchement, je pense pas. Même si en France, il y a beaucoup de défauts, c'est un pays où il y a la paix, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas le terrorisme. Il y a eu des attentats ces dernières années, mais je veux dire, on ne peut pas comparer la situation sécuritaire de la France à la situation sécuritaire de l'Algérie, de la Syrie, de l'Afghanistan, par exemple. Mais l'autre point, est-ce que le rejet de la société, ou parfois que des jeunes ne se trouvent pas à leur place, est-ce que ça justifie qu'ils aillent dans des chemins de perdition, dans des chemins mortifères, rejoindre Daesh? Non, moi, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, il faut aussi en parler de l'instrumentation. Pardon. On peut comprendre l'attitude la réaction d'un jeune. Est-ce qu'on peut tu m'entends maintenant? Ah oui, là j'entends. Je dis pas légitimer. Est-ce qu'on comprend? Comprendre, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'est-ce que le racisme, la discrimination à l'embauche, est-ce que la discrimination, le racisme à l'embauche, la discrimination dans le secteur du logement, est-ce que ça, ce sont des paramètres socio-économiques qui, à un certain moment, peuvent motiver une certaine personne à retourner complètement contre son pays, tout simplement? Alors, déjà, il faut aussi venir aussi sur le financement d'une idéologisation de l'islam qui est venue de l'Arabie Saoudite à partir des années 80 dans les pays d'Europe de l'Ouest. La gestion du culte musulman, c'est là aussi on voit l'hypocrisie des pays occidentaux. C'est qu'ils ne cessent de dire oui, il y a des pratiques étrangères importées d'ailleurs, mais en même temps, elles n'ont rien fait pour qu'il y ait une émergence d'un culte musulman en Europe avec des gens qui sont nés, qui ont grandi dans les pays occidentaux. Ils apportent tout le temps des imams du bled. Hein. Et là, tout récemment, Emmanuel Macron a dit qu'ils allaient arrêter d'amener des imams qui viennent du Maghreb seulement à partir de 2024. Que de décennies on a perdu, que d'années on a perdu. Si vous avez un imam qui vient à peine d'arriver du bled, qui ne comprend pas très bien le français, qui ne sait pas trop la société dans laquelle il vit, c'est sûr qu'il va être en décalage complet avec les jeunes qui ont grandi là. Et si en plus on a des imams, en plus avec Internet, c'est un peu la foire. La grande foire, au grand n'importe quoi. Vous avez des imams qui vont mettre n'importe quoi dans la tête des jeunes, déjà qui sont matière fertile. C'est très facile de les instrumentaliser, de les manipuler. Mais quand bien même on explique, on ne justifie pas. Attention, on essaie d'expliquer. Il n'y a pas non plus, je veux dire, il n'y a pas 10 millions de descendants d'immigrés qui sont partis aussi en Syrie, rejoindre Daesh. Il y en a déjà eu beaucoup trop, malheureusement. Il y en a déjà eu beaucoup trop. Mais même cette explication-là, les sociétés occidentales, elles ne sont pas prêtes à l'accepter. Elles ne l'entendent pas, ça. Elles disent, quand bien même il y a du rejet, quand bien même il peut y avoir du racisme, quand bien même il peut y avoir tout ce que vous voulez, toutes les difficultés, ça, on peut l'entendre. Mais on n'arrive pas à comprendre que ça puisse aller jusqu'à ce point-là. C'est dire à quel point la manipulation, elle a pu être très, 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 très forte chez certains jeunes, malheureusement, en déshérence, en perdition. Oui, j'entends. Anas, c'est un point c'est un point essentiel, un point très primordial, très important. Par contre, le roman, juste pour préciser, l'action du roman, elle se passe avant les attentats qu'il y a pu avoir au Bataclan ou Charlie Hebdo. Donc, je n'en parle pas là-dedans. Mais je comprends que tu voulais extrapoler après sur ce sujet. Y a pas de... D'accord. Non, c'est un point très, très important. On aurait voulu continuer un peu, mais malheureusement, on arrive un peu à la fin. Simplement, avant de terminer,
pour revenir un peu à l'actualité, tu sais très bien que le Rif vit actuellement des moments très, très difficiles. Une région complètement assiégée, encerclée quasiment, qui ressemble à des régions en guerre dans le monde, transformée quasiment en une prison à ciel ouvert. Des gens ont été emprisonnés, sont en prison actuellement, écopés de 20 ans de prison, 15 ans, 10 ans, tout simplement après avoir après avoir émis quelques revendications très, très légitimes. Et, et dans le roman, tu n'as de cesse, tu n'as de cesse de rappeler qu'il y a un conflit entre l'État marocain et la région du Rif. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, ce qu'on appelle le Hirak, donc le Irak, est-ce que ça confirme un peu ce que tu dis dans le roman? Alors, je rappelle ça à intervalles réguliers, enfin, par-ci par-là, mais je dirais pas que je n'ai de cesse de le rappeler. C'est pas C'est un des leitmotiv. thèmes c'est un des thèmes qui est abordé dans le roman, bien sûr. Alors moi, je préfère parler de Enhez, parce que moi, j'aime bien les mots en tamazir. Hirak, c'est un mot arabe, ça a été récupéré. Au début, on parlait d'Enhezi. Moi, je me rappelle, au tout début, on disait Enhez. Je me rappelle de ça, moi. Et après, ça a complètement disparu, malheureusement. Et oui, ce qui s'est passé avec la mort tragique de Mohsen Fikri en 28 octobre 2016, et ce qui s'en est suivi, l'émergence de Nazi avec Nasser Zefzafi, Nabil Hamjir, la répression, les arrestations, alors que les marches étaient pacifiques. Ce n'est qu'une fois de plus la démonstration, ce n'est que la répétition, les secousses qui agitent le Rif depuis des décennies. La guerre du Rif dans les années 20, et on rappelle que l'État marocain est protégé par la France et l'Espagne, donc était de ce côté-là. Et c'est les Rifains qui se battaient contre le colonialisme. Même les Chérahien, les Chlouh de l'Atlas se sont battus contre le colonialisme. Mais la France est venue officiellement pour protéger l'État marocain. Et on voit bien que l'époque, malheureusement, beaucoup de Marocains ignorent cette histoire aussi. Il ne faut pas les blâmer. Les Marocains ignorent cette histoire. Et là, ça sort un peu de l'oubli. Il y a une conscience citoyenne qui se développe malgré tout au Maroc. Mais oui, ce n'est qu'une énième manifestation de cet antagonisme, de cette hostilité entre l'élite, entre la structure étatique marocaine, qui se manifeste malheureusement par la répression, et le Rif. La guerre du Rif, qui s'est passée en 58-59, avec l'islam martial, s'est passé en 84, avec les moments lorsqu'on fait la fin d'Apache, qui s'est passé en 2011 avec le 20 février, le moment où les 5 jeunes ont été calcinés dans une agence bancaire Al-Fosima. Alors, je m'excuse, mes collègues, je m'excuse d'interrompre parce qu'il y a un bruit de fond qui impossibilite pour nos éditeurs de suivre la fin de cette émission. Alors, je propose pour Mohamed Adil d'enlever les écouteurs parce que je crois que ça vient de chez toi. S'il te plaît. J'enlève tout. Oui, enlevez les casques, s'il vous plaît. J'enlève aussi. Non, juste Mohamed Adel. Oh, voilà. C'est maintenant? Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et j'ai une question, si vous me permettez. Oui. C'est de Zafzafi Rifion. Qu'en pensez-vous du Conseil marocain séparatisme? Ou plutôt, est-ce qu'on peut parler d'apartheid au Rif? J'ai pas compris la question, excusez-moi. C'est pour moi là ou? C'est pas très clair, mais de toute façon, il essaie de poser la question de dire est-ce qu'on peut parler d'apartheid au Rif actuellement? Alors l'apartheid, c'est un mot. L'apartheid renvoie vraiment à un contexte particulier, c'est l'Afrique du Sud. Et là, c'était entre les ethnies, entre les blancs descendants de colons néerlandais et anglophones en Afrique du Sud par rapport aux noirs. Au Maroc, on peut pas distinguer comme ça à première vue de quelqu'un qui parle d'Arija et un Amazir. Même si les Rifains, en général, on est un peu plus blanc, peut-être un peu moins basané que ceux qui sont de Dakhiliya, mais c'est peut-être un peu exagéré, je pense. On ne parlerait pas d'apartheid comme l'Afrique du Sud, mais il y a un régime d'exception dans le Rif. On voit beaucoup la police, l'armée, il y a beaucoup de barrages policiers routiers dans le Rif. Il n'y a pas de politique économique réelle dans le Rif. La région du Rif est la région qui a le plus émigré vers l'Europe. Donc, il y a, on va dire, le Rif vit sous état d'exception, oui. Et moi, je dirais que malheureusement, les années de plomb au Maroc, elles n'ont jamais véritablement cessé, hélas. Mais c'est pas que dans le Rif. Les émeutes contre la misère, le chômage, on les a vues aussi à Casablanca. On les a
a vus à Fès, on les a vus à Tanger. Ce n'est pas propre au RIF, mais il y a des choses qui n'existent que dans le RIF parce que, en plus de ça, il y a le contentieux historique, linguistique, culturel. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de rencontrer des gens d'origine marocaine ici, même leurs parents, lorsqu'ils savaient que j'étais de Nador, le RIF, tout de suite, le premier réflexe, c'est ah, vous êtes dur, ah, vous êtes dur. Et beaucoup me disaient même, mais pourquoi vous ne parlez pas l'arabe? Et lorsqu'ils n'arrivaient pas à concevoir, je leur dis, mais nous ne sommes pas arabes. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez vécu ça, mais je pense que beaucoup de Rifains ont vécu cela. Moi, je suis donc originaire de Nador. Ces dernières années, à Nador, c'est limite si je ne dois pas m'excuser de parler tamazirt. Je n'ai rien contre que d'autres viennent peut-être voyager à Nador, mais il y a aussi des arabophones parce que la frontière avec les l'IA permet une certaine respiration économique, même si là récemment elle a été fermée, celle avec Ceuta aussi. Mais si vous êtes un arabophone quand il vient à Nador, vous êtes obligé de lui parler arabe. Et beaucoup d'Imaziren, malheureusement, ils se soumettent. C'est comme un peu peut-être. On a ça aussi en France. Autrefois, les Bretons, avec ceux qui sont français du reste de la France. Si vous parlez tamazir, quelqu'un qui parle d'Ali Jassi va s'installer le Hussima ou à Nador, il y a très peu de chances qu'il apprenne tamazir. Moi, j'ai vu à Nador des gens dont les parents venaient qui parlaient arabe, qui avaient grandi ici, et eux, par contre, par mimétisme, ils avaient envie d'apprendre tamazirt. Donc ça peut exister. Mais en général, ceux qui viennent d'ailleurs, il y a très peu de chances qu'ils apprennent tamazirt. Pour moi, la langue tamazirt, la culture rifaine, elle est menacée pour moi. Moi, c'est une crainte que j'ai, ça. Pour ça, je trouve que ce sera dommage qu'elle disparaisse. Et je trouve que là, pour l'instant, dans le très court terme, c'est pas prêt de s'arranger, puisque l'exode économique, il continue. Le Rif continue de perdre beaucoup d'habitants. Pas que le Rif, mais même tout le Maroc. Le Maroc continue de voir sa jeunesse rêver d'ailleurs, fuir un exil. Et ça, c'est pas que le Rif. Mais le Rif, c'est particulier parce qu'il y a le contentieux derrière historique, en fait. C'est juste. Rachid, est-ce que tu as une autre question? Sinon, je clôture. Ok, merci à la personne qui vient de poser la question. C'est très intéressant. Sincèrement, Anas, on a envie de rester ici toute la nuit. Mais bon, il y a un temps, donc il y a une fin aussi. Dernière, simplement par curiosité, est-ce que tu as un autre livre en vue? Depuis que j'ai vu le cheikh Amr Khalid ou je ne sais qui, il a dit que la littérature c'est haram, alors je vais m'arrêter là. Non, je plaisante bien sûr. Je dirais pas comment je les appelle en vrai dans la vraie vie parce que c'est un peu vulgaire. Non, parce que je fais des jeux de mots parfois avec les noms de certains oulémas qui vraiment parfois me sortent par le nez. Moi, titre personnel, je suis musulman, mais dans la foi, il faut aussi de la raison. La foi se nourrit de la raison se nourrit de la foi. Pour moi, ce n'est pas antinomique. Il y a aussi, Inch'Allah, d'autres projets de littérature. Parce que... Pardon ? Tu es averroïste. Non, je rigole, continue. C'est un compliment, oui, ça me va. Ibn Rushd, c'est un très grand personnage. Oui, il y a d'autres projets, Et pour revenir à le roman, j'ai une dernière chose, c'est que je montre bien aussi, quand je parlais des clichés sur les comédiens, souvent on a l'image, parfois on se dit, les comédiens, c'est un monde merveilleux, ils ont une passion commune. Non. Hein. Lorsqu'ils sont dans une troupe, il y a beaucoup parfois, pas tout le mais ça arrive très souvent des rivalités, des luttes, des querelles, d'où le titre du roman, le règne des égaux, par rapport aux rôles, aux attributions, aux distributions, le besoin de paraître, même si c'est une aventure collective, ça ne reste pas moins quelque chose aussi d'individuel. Tout comme le football est un sport collectif, mais c'est un sport dans lequel il y a beaucoup de stars d'individualité qui brillent, par exemple. Voilà. Et pour répondre encore à ta question, oui, il y a d'autres projets, parce que ça, c'est quelque chose qui m'habite, qui m'anime depuis très longtemps. J'ai envie de faire connaître le RIF par le biais de la littérature, puisque c'est quelque chose que, Dieu merci, je dirais que je maîtrise. Eh bien, merci Anas Sanusi, c'était super intéressant. J'espère aussi qu'on t'aura parmi nous pour un prochain livre. Alors, je rappelle, Anas Sanusi, Le règne des égaux. Normalement, il y a l'affiche aussi qui apparaît sur l'écran. Le règne des égaux, sincèrement, je vous invite à le lire. Il est super intéressant. Il y a beaucoup de choses. Merci à toutes et à tous de nous avoir... Une dernière chose. Donc, le personnage de Shakib, en fait, il est coincé entre deux mondes. Son travail, où il est soumis un peu à la tyrannie d'une chef de bureau, il travaille dans une administration hospitalière, et les rivalités qui agitent sa troupe de théâtre. Et lui, il pensait trouver un exutoire, un échappatoire avec le boulot, et puis ses parents. Voilà, il est coincé entre plusieurs choses.
mais il voit qu'il y a des égos partout. Les égos au travail, avec les petits chefs qui veulent toujours se venger sur les employés, et les égos au théâtre. Et Shakib, il se dit, mais est-ce que être trop gentil, c'est pas nuisible au fond? Est-ce qu'il faut pas s'affirmer plus, en fait? Donc voilà, c'est la dernière chose que je voulais dire sur le roman. Et voilà, donc, en tout cas, cette belle histoire, vous allez la découvrir dans ce roman. Alors, merci à toi, Anas. Merci, Rachid, de t'occuper ici de la technique. Merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous. Très belle soirée. Une prochaine fois. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie.